Très heureux de vous retrouver pour ces moments d'information. Il est 13h à Bamako, 8h à Cali, une ville située à l'ouest de Colombie. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, plus de 26 milliards de francs CFA, c'est une contribution significative au secteur de la santé de la part de l'organisation internationale Gavi. Pendant 5 ans, le programme de vaccination au Mali pour les tout-petits sera élargi. Aussi, de nouveaux vaccins contre le paludisme et le cancer du col de l'utérus feront leur introduction au Mali. L'école de la citoyenneté accueille ses nouveaux élèves. Ils sont 200 jeunes venus apprendre les techniques d'un citoyen modèle. 7 ministres ont répondu présents à la cérémonie de lancement pour traduire l'importance que les autorités accordent à la formation citoyenne des jeunes. Et dans cette édition, on fera un tour en Colombie pour parler environnement. La COP16 a presque connu son épilogue. L'une des principales recommandations de la session ministérielle reste la création d'un fonds pour la préservation de la biodiversité. Et en sport, Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans, République dominicaine 2024. L'affiche de la finale est connue. Ce sera la Corée du Nord contre l'Espagne. Et sur le continent, les matchs retour du premier tour des éliminatoires pour le CHAN 2024 se poursuivent. Et c'est ce samedi que le Bénin reçoit le Togo à 17h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. 200 jeunes, dont 111 garçons et 89 filles venues de tout le Mali, constituent désormais la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté. Leur participation a fait l'objet d'une grande cérémonie au Palais des Pionniers de Bamako en présence de 7 membres du gouvernement. L'idée est surtout de faire de ces jeunes du Mali des citoyens modèles, l'une des étapes cruciales dans la politique de construction citoyenne. Le point de la cérémonie avec Bemba Sibi. 200 jeunes venus de tout le Mali ont répondu à l'appel du Mali en prenant part à l'école de la citoyenneté. Ils constituent la deuxième cohorte de ce programme d'éducation citoyenne initié par le département en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. La passation de témoins entre la première et la deuxième cohorte marque le lancement de cette nouvelle session. L'école de la citoyenneté traduit en acte la volonté politique des autorités à faire des jeunes des citoyens modèles. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lorsque nos jeunes ne reconnaissent plus la valeur des symboles nationaux ou des institutions républicaines, lorsqu'ils restent indifférents face à la détérioration de leur cadre de vie ou quand ils adoptent des comportements rebelles envers les lois de la République, il devient impératif de prendre à bras le corps l'éducation citoyenne. Ce programme d'éducation civique a pour but d'inculquer et de développer chez nos jeunes l'esprit patriotique afin de les transformer en citoyens modèles, bâtisseurs et défenseurs de notre nation. Pendant 15 jours, ces jeunes vont s'immerger dans l'histoire et la géographie du Mali, apprendre les us et coutumes de notre pays, s'imprégner des valeurs de bonne conduite et de cohésion sociale. Le changement positif recherché va faciliter pour eux l'investissement humain, un investissement dont le Mali a plus que jamais besoin. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'école de la citoyenneté se distingue par sa profondeur et son ambition. Il ne s'agit pas simplement d'une éducation civique de base, mais d'un programme structuré et transformateur destiné à créer une nouvelle conscience collective où chaque citoyen devient un acteur clé du changement. Aux jeunes de la deuxième cohorte, considérez-vous comme des privilégiés choisis parmi notre jeunesse représentant plus de la moitié de la population malienne, une population malienne qui octroie aux autorités de la transition, en premier lieu, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le désir d'aller plus loin, plus vite et plus haut. Considérez-vous également comme des soldats en mission, chargés d'une part de transmettre aux jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être sélectionnés les leçons apprises, et d'autre part de contribuer à l'atteinte des nobles objectifs de la transition. L'école de la citoyenneté est ouverte à tous les jeunes maliens. C'est une chance pour cette couche qui constitue le fer de lance de la nation, car l'école de la citoyenneté outille les jeunes pour l'action en vue d'apporter un changement positif dans leur communauté et par ricochet le Mali tout entier.
À noter que le lancement de la deuxième cohorte de l'école de la citoyenneté se tient dans le cadre de la journée africaine de la jeunesse. Des citoyens modèles, le secteur privé aussi en a besoin. Tenue de la 5e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée, un rendez-vous pour l'État et les secteurs privés afin d'œuvrer ensemble pour le développement économique du pays. Cette édition 2024 porte sur les bons et obligations du Trésor qui permettent aujourd'hui à l'État de mobiliser des ressources substantielles auprès des investisseurs tout en leur offrant des placements sécurisés et rentables. Nyanya Aliou Traoré pour plus de précisions. L'apport du secteur privé à l'économie nationale est indéniable. C'est compte tenu de son poids que l'État ne cesse de mettre en relation ses services financiers et le secteur privé pour une synergie d'action. La journée annuelle de l'entreprise privée constitue l'un de ces espaces. 5e édition du JAR, le thème choisi cette année est mobilisation des ressources au titre des bons et obligations du Trésor. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le thème de cette édition est crucial face aux enjeux de notre situation économique actuelle. La levée de fonds par l'État via les bons et obligations est un levier essentiel pour stimuler notre croissance économique et renforcer la compétitivité de nos entreprises par le jeu de la redistribution. Dr Cissé Aminata Traoré, secrétaire permanent du Conseil supérieur du secteur privé. Les thèmes qui ont été traités de la première jusqu'à cette 5e édition, les recommandations ont régulièrement été mises en œuvre et les problèmes sont en train de trouver des solutions. Et c'est qui est l'objectif même de la journée. Comment conjuguer la rentabilité nécessaire à la bonne gestion des finances publiques tout en sauvegardant les intérêts des souscripteurs? Une autre réflexion qui sera au cœur des débats. Les acteurs du privé ont donné des gages de leur disponibilité. Oud Babi, deuxième vice-président CNPM. C'est un sujet extrêmement important pour nous, d'abord en tant qu'entreprise, mais aussi pour le pays. Aujourd'hui, les entreprises traversent beaucoup de difficultés qui sont dues essentiellement à un problème de financement. Donc si on arrive à travers cette journée-là, réfléchir à des solutions innovantes de financement et de l'État et des entreprises, c'est une très bonne chose. 3 panels sont au programme. Les conclusions des travaux devront insuffler à notre économie une dynamique nouvelle pour relever les défis actuels dans ce domaine. Siaka Samake, directeur national du Trésor public. C'est une opportunité, effectivement, d'échanger avec le secteur privé, qui est un secteur important pour l'État. Vous pouvez le savoir, dans le cadre de sa stratégie de transformation structurelle de l'économie en vue d'asseoir une croissance durable, l'État compte beaucoup sur le secteur privé. À titre d'information, le bon du Trésor est un titre de créance remboursable à court terme, contrairement à l'obligation du Trésor qui est aussi un titre dont la créance est remboursable à moyen ou long terme. Les deux sont émis respectivement par voie d'adjudication et de syndication. Sur un tout autre plan, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu visite aux méthodologues en fin de formation au centre de formation professionnelle de Missabougou. Elle était venue féliciter les méthodologues et ensuite leur demander de jouer pleinement leur rôle dans le cadre du suivi des activités pédagogiques et d'évaluation des centres de formation professionnelle pour rehausser le niveau dans l'élaboration des curricula au Mali. Al-Mouzer, Al-Kamisa Yatara. Plusieurs méthodologues viennent de bénéficier de 6 mois de formation sur l'élaboration des curricula et la méthodologie, approche par compétences. Ces apprenants sont désormais outillés pour renforcer leurs connaissances professionnelles dans plusieurs domaines. Zakaria Sall, inspecteur de l'enseignement secondaire, formateur. L'approche par compétences de l'analyse en situation de travail jusqu'au référentiel certification, ce ne sont plus les inspecteurs ni les enseignants, c'est l'affaire des professionnels du métier. Et les méthodologues qu'on a eu à former, ils le transforment, n'est-ce pas, en objectif d'apprentissage. Malek Gagne, coordinateur formation professionnelle emploi à l'IXDEV. Les méthodologues, c'est eux qui dirigent l'atelier. Ils recueillent toutes ces données et sur cette base, qu'ils identifient les compétences nécessaires pour exercer le métier et ensuite ils élaborent des référentiels qui plus tard vont être utilisés par les formateurs pour enseigner les jeunes, de sorte que les compétences que les jeunes vont avoir vont correspondre aux compétences nécessaires pour exercer le métier. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu visite aux apprenants. Elle a rappelé l'importance de cette formation.
Bagayego Aminata Traoré. Cette jeunesse malienne, pour qu'elle puisse réussir aujourd'hui, il est de notre devoir de l'éduquer, de la former, mais de lui offrir les opportunités pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc c'est dans ce cadre que notre mission se situe. Ces nouveaux méthodologues sont appelés à rehausser les niveaux des programmes référentiels curricula et pour les besoins des sous-secteurs formation professionnelle, éducation et enseignement supérieur. 13h11, je vous l'annonçais dans les titres. Un renfort essentiel pour le secteur de la santé. L'organisation internationale Gavi a mis à la disposition de l'État malien une nouvelle subvention d'une valeur de plus de 26 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Cette somme servira à renforcer le programme élargi de la vaccination au Mali pour le bien-être des tout-petits. Sorana Kamisoko, compte rendu. Bien-être des enfants au Mali en leur assurant des soins de santé. Le département de tutelle reçoit une nouvelle enveloppe de plus de 26 milliards de francs CFA. Un geste à l'actif de l'ONG Gavi qui se manifeste une fois de plus pour la cause des tout-petits. Le montant ainsi offert servira à renforcer le système de santé à travers l'introduction de nouveaux vaccins. Thierry Vincent, responsable pays Gavi. Accélération de l'équité pour aller vacciner davantage d'enfants dans des endroits isolés, de l'appui technique et un fonds innovation également. Je voulais quand même citer aussi l'arrivée très prochaine de 2 vaccins très importants, l'introduction du vaccin contre le cancer du col utérin et probablement dans les prochains mois, l'introduction de vaccins contre le paludisme. La subvention ainsi accordée devra assurer la couverture pour une durée de 5 ans. Un appui d'une haute portée que le département de tutelle accueille à bras ouverts. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dans le cadre de la nouvelle stratégie de Gavi, le Mali a introduit une demande de financement pluriannuel intégrant l'ensemble des soutiens disponibles qui a été approuvé par Gavi sous le vocable FPP, Full Portfolio Planning. Le processus FPP avec pour principe directeur le renforcement de l'équité dans la vaccination en incluant les enfants 0 dose, a intégré le Fonds accélérateur de l'équité. La nouvelle subvention de renforcement du système de santé, RSS 3, est un mécanisme d'appui aux innovations et un plan d'assistance technique. La remise du chèque géant étant à présent effective, le démarrage des opérations ne saurait tarder. C'est là pour la prévention des maladies pouvant constituer des véritables obstacles à l'épanouissement des tout-petits. Radio Mali à Caille et environ, 92.2 MHz en FM. Restons sur le chapitre santé, ouverture à Caille de la deuxième concertation des comités de femmes utilisatrices des services de santé organisée par le projet Yélé. Cette rencontre entend mettre en œuvre des mécanismes permettant la pérennisation des activités de ces comités de femmes qui font la promotion de la fréquentation des services de santé par les femmes de Caille. L'objectif étant de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale de Caille. La correspondance de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Renforcer les acquis des 24 comités de femmes utilisatrices des services de santé CFU mis en place par le projet Yélé et ses partenaires, c'est l'objectif de la deuxième concertation des comités de femmes utilisatrices des services de santé. Ces femmes mènent différentes actions pour inciter leurs sœurs à fréquenter les services de santé dans le but de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Caille. Soumaïla Laïdjakité, coordinateur du projet Yélé. Les CFU ont fait leurs preuves depuis les années 2012 dans la région de Caille en contribuant à l'amélioration de la fréquentation des services de santé, des aires de santé et à prévenir certaines BBG à travers la sensibilisation des communautés dans le cadre de la promotion de la santé des femmes et des adolescentes. Le gouverneur de la région de Caille, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette rencontre de concertation, a salué les acquis du projet Yélé dans la région. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Nul ne peut contester que la situation des femmes est plus équilibrée aujourd'hui que par le passé, mais il reste encore beaucoup à faire. La participation des femmes au développement économique et social à travers le comité des femmes utilisatrices des services de santé CFU pourrait contribuer à l'épanouissement des femmes et des adolescentes qui continuent d'être victimes des inégalités de genre et des violences basées sur le genre, VBG, et le faible accès aux soins de santé.
Au cours de cette rencontre, les CFU des différentes zones d'intervention du projet Yélin dans la région de Caille présenteront leurs bilans et perspectives afin de permettre la pérennisation de leurs actions. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Allez, voyons à présent ce qui fait l'actualité sur la scène internationale. Commençons d'abord par le Sénégal. La tournée diplomatique du président Bassirou Diomaye Faye termine aujourd'hui en Turquie. Les deux chefs de l'État se sont félicités du développement des relations commerciales et d'investissement. Ils ont abordé également des questions d'infrastructure, de la défense, des services de santé, de l'agriculture, de l'accès à l'eau, de l'éducation, de l'énergie ainsi que de l'économie. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a présidé hier le 70e anniversaire du début de la révolution algérienne. Le chef de l'État a pris part aux célébrations, saluant la foule depuis un char. Le 1er novembre 1954, on se rappelle, le Front de Libération Nationale avait lancé une série d'attaques contre des cibles françaises, marquant le début de la guerre d'indépendance. Ainsi, le 5 juillet 1962, le pays déclare sa souveraineté. Nous sommes au Ghana, à un mois des élections générales du 7 décembre prochain. Un arrêt de la Cour suprême doit permettre au parti présidentiel de retrouver sa majorité parlementaire. Un nouveau rebondissement dans une bataille juridique déclenchée il y a 2 semaines. C'est à la suite d'une décision du président du Parlement de déclarer que 4 sièges sont vacants. Au Botswana, la commission électorale a annoncé hier la victoire de l'Alliance de gauche aux élections générales. Une défaite pour le parti au pouvoir depuis 58 ans et l'indépendance du pays. Le président Mokgweetsi Masisi a reconnu sa défaite et félicite l'opposition. Il promet de faciliter la transition qui mènera à la première alternance de pouvoir dans le pays. On vous amène cette fois-ci en Colombie pour parler environnement. La création d'un fonds pour la préservation de la biodiversité qui sera logé au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. C'est l'une des principales recommandations de la session ministérielle de haut niveau de la COP16 qui a pris fin mercredi à Cali en Colombie. Les ministres ont insisté sur la renaissance du rôle des peuples autochtones et communautés locales dans la préservation de la biodiversité. Selon le ministre en charge de l'environnement, il y a une grande mobilisation autour de la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité et ses 2 protocoles d'ici 2030. Mamadou Samake est au micro de nos envoyés spéciaux en Colombie, Siaka Konaté et Tayaba Diaviakoya. Nous avons 2 protocoles. Le protocole de Cartagena sur la biosécurité. Donc ce protocole porte sur les manipulations génétiques liées à la biosécurité. Comment protéger l'humanité contre les risques de manipulation biotechnologique et les risques liés à la biosécurité. Il y a un deuxième protocole, après le protocole de Nagoya, qui porte sur le partage des ressources issues de la biodiversité. Vous savez, la biodiversité, c'est la première ressource que la nature nous a donnée. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que les hommes ne profitent pas de la même manière de ces ressources-là. Ceux-là qui abritent ces ressources sont aujourd'hui, malheureusement, ceux qui profitent le moins des avantages de ces ressources-là. Donc le protocole de Nagoya, son objectif, c'est de corriger ces insuffisances-là. Parmi les grandes orientations, en tout cas, qui ont été évoquées par tout le monde et qui font consensus aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation autour du cadre mondial de Commun Montréal, ce que nous appelons le cadre mondial de Commun Montréal, qui a fixé comme objectif de réduire la perte de la biodiversité d'ici l'an 2030. Maintenant, comment y parvenir? C'est l'heure de divergence par rapport aux moyens, en tout cas, pour y arriver. Aujourd'hui, nous avons un fonds qu'on appelle le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, qui abrite un guichet dédié à la biodiversité. Il est reconnu que les montants au niveau de ces guichets-là sont insuffisants pour financer la biodiversité, mais les procédures du FEM sont très complexes et très longues aussi, ce qui fait que les pays en voie de développement n'en profitent pas. Donc nous avons demandé la création pure et simple d'un fonds pour la préservation de la biodiversité qui sera logé au niveau de la Convention pour la biodiversité. Il y a aussi la mise en place d'un fonds fiduciaire et pour corriger un peu les insuffisances aussi au niveau du financement de la biodiversité. Et ce fonds sera abondé par des prélèvements sur l'exploitation des ressources issues de la biodiversité
mais l'exploitation sur le plan génétique. Un accent a été mis aussi sur la reconnaissance du rôle des peuples autochtones, du rôle des communautés locales dans la préservation de la biodiversité. À l'instant, Mamadou Samaké, le ministre en charge de l'environnement qui s'exprimait de Cali en Colombie, il a été interrogé par Siaka Konaté et Tayeb Adiaviakoy. Suite de ce journal, juste après une bulle musicale, et nous sommes dans les stades. 13h20, sport, football, Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, République dominicaine 2024. L'affiche de la finale est connue, ce sera la Corée du Nord contre l'Espagne. Et sur le continent, les matchs retour du premier tour des éliminatoires pour le CHAN 2024 se poursuivent. Ce samedi, le Bénin reçoit le Togo à 17h, mais l'Eswatini sera face au Zimbabwe un peu plus tôt à 16h. La principale information de ce début de week-end est la qualification des Aigles cadets du Mali pour la prochaine CAN de la catégorie en 2025. Voyons tout cela avec Famourou Djourté. Tournoi IFOA masculin de la zone A chez les moins de 17 ans. Le Mali et le Sénégal empochent les 2 tickets pour la prochaine CAN de la catégorie en 2025. D'ici là, la finale du tournoi sera des retrouvailles entre Maliens et Sénégalais. Les 2 formations avaient joué la finale de la dernière édition. C'était en 2022. Les cadets maliens, alors coachés par Soumaïla Koulibaly, s'étaient imposés par 4-2 au tir au but face aux Lionceaux du Sénégal. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Ensuite, le Sénégal est allé remporter la CAN face au Maroc et le Mali a terminé 3e. Ce vendredi, dans le tournoi qualificatif à la prochaine CAN U17, le Mali et le Sénégal ont éliminé respectivement en demi-finale la Gambie et la Guinée-Bissau par 3-2 et 4-3 au tir au but. La finale se joue lundi 4 novembre à 18h GMT au stade Lat Dior de Thiès au Sénégal. Éliminatoire du CHAN 2024 qui se jouera en 2025, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera le théâtre d'une bataille cruciale entre le Bénin et le Togo ce samedi 2 novembre. Ceci en match comptant pour la manche retour du premier tour des préliminaires. Après une défaite 2-0 au match aller à Lomé, les Guépards du Bénin devront renverser la vapeur pour espérer se qualifier pour le tour suivant. Les Béninois courent derrière leur première qualification à la phase finale du CHAN, tout le contraire du Togo qui vise sa 2e participation. Le qualifié de cette rencontre rencontrera le Niger au second et dernier tour des qualifications. Le match entre le Bénin et le Togo débute à 17h GMT. Un peu plus tôt, à 16h, les Swatini reçoivent le Zimbabwe. Les Warriors locaux avaient lourdement chuté 3-0 au match aller à domicile. Leur mission de remonter 3 buts cet après-midi n'est pas chose aisée, surtout loin de leur base. Le qualifié de ce match trouvera Madagascar sur son chemin au second tour. 2 rencontres seront au programme demain dimanche. À 13h, le Kenya accueille le Soudan du Sud. À 16h, la Tanzanie offre son hospitalité au Soudan. Les affiches déjà connues pour le second et dernier tour des qualifications sont Mali-Mauritanie, Sénégal-Libéria, Côte d'Ivoire contre Burkina Faso, Ghana-Nigeria, Guinée contre Guinée-Bissau, Guinée équatoriale Congo, Centrafrique-Cameroun, Tchad et République démocratique du Congo et Mozambique contre Zambie. Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, République dominicaine 2024, la finale de la 8e édition mettra aux prises la Corée du Nord et l'Espagne. Une finale inédite et un duel qui s'annonce épique entre 2 équipes qui ont survolé la compétition. La Corée du Nord est venue à bout des États-Unis par 2-1 après prolongation. Une équipe américaine que les Nord-Coréennes avaient battue lors de la finale de la première édition de la Coupe du monde de cette catégorie en 2008. L'autre demi-finale 100% européen, l'Espagne, dans un remake de la finale de l'Euro U17 2024, a remis une couche sur l'Angleterre. Les Espagnols avaient corrigé les jeunes Anglaises 4-0. Ce vendredi soir également, les Anglaises n'ont pas fait le poids en s'inclinant 3-0. Nord-coréennes et espagnoles se retrouvent dimanche 3 novembre 2024 à partir de 23h pour la grande finale. La Corée du Nord est recordman du tournoi avec 3 couronnes en 4 finales. Quant aux Espagnols, elles sont double championnes en titre. Tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous présenter cette édition. Vous l'aurez compris, ce journal est terminé. Mise en onde bien assurée par Fousseni Sissoko et Absi Traoré. Mise en ligne Badji Touré. Réalisation avec ce duo, Fatmata Tangara et Draman Sanogo. Coordination, Bemba Sibi Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Nos programmes continuent. Vous retrouvez tout à l'heure Mohamed Sangari pour le journal interrégional. Mesdames, Messieurs, d'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Majestueuse journée à tous sur le RTM.